Bienvenue si vous nous rejoignez sur sudouest.fr ou bien sûr la digifoiredePau.com ou foiredePau.com tout simplement. Regardez derrière moi, comme tous les jours, y compris le dimanche, le journal Sud-Ouest va nous offrir une rencontre avec un invité, une invitée en l'occurrence. Et aujourd'hui dimanche, ce n'est pas Romain Belli qui a dû avoir une longue soirée et qui peut-être est encore au lit à cette heure-ci, mais c'est Gabriel qui est parmi nous. Bonjour mon cher Gabriel, merci d'être là. Bonjour Eric. Merci d'être là pour cette rencontre, comme tous les jours, dans le cadre de cette émission matinale, avec un invité, parfois un invité qui fait l'actualité. C'était le cas dans les 2 dernières rencontres proposées par Romain Belli. Mais là, je vous laisse présenter celle qui nous fait le plaisir d'être là en ce dimanche matin. On va rencontrer aujourd'hui Sonia Aristouille, professionnelle de la communication, qui a vécu cette dernière année, on va dire, des épreuves de la vie qu'elle va nous raconter. Et ce que je trouvais intéressant, ce qu'on a trouvé intéressant avec la rédaction, c'est d'explorer des personnalités vraiment diverses. C'est le côté un petit peu foire. Oui, Il y a un côté péjoratif dans la foire, mais ce qui est bien, c'est qu'on peut y trouver de tout. Et des parcours vraiment variés, l'économie, le social, l'humain, de manière générale. Donc Sonia Aristouille, vous avez 38 ans, vous travaillez dans la communication. Et est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu, même si ça va être, j'imagine, vaste, cette dernière année que vous venez de vivre ? Bonjour à tous. Bonjour Sonia, parce qu'en effet, l'angle de l'interview, il n'est pas que sur le métier de communicante que vous exercez et sur lequel on a l'habitude de se croiser. Oui, tout à fait. Donc si on revient rapidement sur cette année qui, dans le temps, a été très longue pour moi, mais qui peut se résumer assez vite aujourd'hui. En fait, au mois de juin 2019, à cette fin juin, ce 27 juin, date que je retiendrai, on m'a annoncé brutalement un cancer du sein assez foudroyant, très peu connu, qui est le cancer du sein triple négatif. Et ma vie s'est arrêtée ce jour-là. J'avais une vie de mère de famille, sportive. Plutôt sportive, ce que j'allais dire. Voilà, tout à fait. Très active. Très active. Je préparais un marathon de montagne au mois d'août. Et le 27 juin, tout s'est arrêté, on peut dire. Ou le jour de cette annonce, en fait. Et cette annonce, quand vous dites brutalement, pardon, cette annonce, j'ai envie de vous dire qui l'a faite et puis c'est finalement dans quel contexte on vous l'apprend ? En fait, j'ai été voir une gynécologue suite à un doute que j'avais quand je me suis douchée, en fait. Ouais. Et la gynécologue qui était pourtant me disait mais non, il y a souvent des kystes, il ne faut pas s'inquiéter. M'a quand même demandé avant la fin du mois, parce qu'elle connaissait mon caractère et elle savait que j'aurais pu faire traîner, d'aller rapidement faire une échographie, une mammographie pour caler les choses au sein de l'hôpital de Pau. Donc j'ai dû enfoncer les portes parce qu'il est très difficile à 38 ans de pouvoir passer une mammographie parce que c'est entre 50 et... Ça rentre pas dans la case. Ça rentre pas dans la case. Ouais. Et ce qui ne rentrait pas dans la case, c'était que j'avais 38 ans, que je faisais du sport, que je mangeais bio, que j'avais une vie saine et que je n'avais aucun cancer dans ma famille. Donc, du coup... aucune prédisposition, aucun indice qui aurait pu laisser présager quoi que ce soit. Je ne rentrais pas dans les statistiques, comme ils ont dit. Donc, c'était sans connaître ma hargne de vouloir passer cet examen avant la fin du mois. Donc, le 27 juin, j'ai pu avoir un rendez-vous. Donc, on me passe le premier examen, on me dit rien, on me passe une échographie. Je connais notamment la radiologue qui me passe l'échographie. Et là, je vois au moment où elle met l'échographe, je vois la tête de son visage complètement changer. J'ai compris tout de suite. Et j'ai compris de suite. Elle m'a dit, ça ne me convient pas du tout. Ces mots résonnent en moi. Par chance, mon mari était en salle d'attente parce qu'il sentait que quelque chose n'allait pas aller. Notamment parce que j'ai perdu une amie à 36 ans d'un cancer du sein qui n'avait pas été détecté à temps. Donc, du coup, mon mari était présent et il ne voulait pas que je vive ce moment-là, qu'il soit joyeux ou pas. Oui. Il ne voulait pas que je vive ce moment. Donc, ils sont partis le chercher et ils n'ont pas utilisé le mot. Ils nous ont juste dit, on est sûr à 98%. Le fait d'ailleurs, et c'est souvent le cas dans le monde médical, qu'on n'emploie pas ce mot, cancer,
en particulier, du moins dans le premier, hein, dans le premier dialogue. Comment vous l'avez ressenti, vous, quand on est de l'autre côté? C'est difficile parce qu'en fait, il nous reste ce 2%, où on espère que on sera dans ces 2%. Mais vraiment, quand on voit le personnel médical qui était en face de moi, qui pleurait, parce que c'était des femmes du même âge qui se projetaient, Eh oui. et on se dit, non, ces 2% n'existent pas. On vous envoie une infirmière d'annonce. Alors, on ne sait même pas ce que c'est une infirmière d'annonce, mais c'est une infirmière qui est censée vous annoncer ce qui va se passer et le protocole. Elle-même n'utilise pas ce mot. Ce mot ne sera utilisé que par l'oncologue un mois après. Qu'est-ce que ça vous inspire en tant que professionnel de la communication, justement, cette forme de non-communication qui doit laisser, qui laisse du coup quelque part l'imaginaire là où il ne devrait pas se développer? Mais c'est vrai qu'avec du recul, on ne peut pas leur en vouloir parce que du coup, c'est dans leur métier, c'est quotidien. Donc ils doivent aussi se protéger de ça parce qu'ils peuvent pas non plus être autant empathiques et pouvoir prendre la détresse de toutes les personnes à qui ils doivent l'annoncer. Mais je pense qu'il devrait y avoir quand même peut-être une part d'un peu plus psychologique dans leurs études médicales, ou savoir comment l'aborder et savoir qui doit l'annoncer. Parce qu'à un moment, moi ça va, dans ma famille, il y a beaucoup de professions médicales. Donc du coup, je savais ce qu'était un oncologue, un radiologue, je savais à quoi m'attendre. Mais c'est vrai que c'est difficile, quand on ne connaît pas tous ces termes médicaux, de pouvoir se projeter. Moi, j'ai pu m'appuyer sur ma cousine médecin qui m'a expliqué tous les termes, ma sœur Manip Radio qui m'a pu m'expliquer tous les termes. Mais si on n'a pas autour de nous toutes ces personnes-là, et qu'on n'a pas de personnes qui ont été atteintes d'un cancer autour de nous, on est quand même dans un vide, quoi, total. Et donc vous êtes lancé donc dans une chimio, vous avez un long traitement, et comment vous avez vécu du coup ces mois, et comment vous avez réussi à rebondir, et on vous retrouve aujourd'hui un peu plus d'un an plus tard, et c'est une nouvelle vie? Oui. On peut dire que c'est une nouvelle vie. Je pense que, alors nous, quand on le vit, on s'en rend compte, mais autour de nous, c'est vrai que tout est bousculé. Les gens ne comprennent pas. Et je peux le dire aujourd'hui, je ne suis plus du tout la même. Mes priorités ne sont plus les mêmes. Je vois la vie complètement différemment. Et on a l'impression qu'on est capable de tout surmonter. Et que plus rien n'est impossible. Donc en fait, quand j'ai envie de faire quelque chose, je le fais et je n'hésite plus. Après, il est vrai que le protocole, on ne va pas dire que tout est rose autour de ça. Même si c'est Octobre Rose. C'est Octobre Rose. Alors, on est partagé. J'avais une vision d'Octobre Rose avant, j'en ai une vision aujourd'hui qui est complètement différente. Sonia est communicante, elle travaille à la ville de Pau, on va tout vous dire. Donc l'organisation d'une manifestation comme Octobre Rose, le fait de suspendre les parapluies, de donner des messages, hein, quelque part, vous l'avez vécu pour l'avoir diffusé. Et vous voilà aujourd'hui au mois d'octobre, après l'avoir traversé une épreuve de ce type-là. C'est pas la même façon, non? Non, je le vois pas du tout de la même manière. C'est vrai que du coup, en fait, on n'y pense pas déjà qu'au mois d'octobre. C'est sûr que l'an dernier, quand j'étais en chimio et que l'hôpital était paré de rose, on se dit, mais en fait, la maladie, elle n'est pas si rose que ça. Et c'est vrai qu'on se demande s'il n'y a pas un peu trop de marketing derrière. Il est important de pouvoir... en fait, ce qui est important en Octobre Rose, c'est que c'est un mois où il faut matraquer en expliquant à toutes les femmes de faire leurs rendez-vous médicaux. Dépister, oui, c'est ça l'idée. C'est important. Il y a beaucoup de soutien. C'est sûr qu'il y a beaucoup d'argent qui est reversé à la recherche. Tout ça. Parce que la preuve, votre cas, si vous aviez fait traîner, si vous ne vous étiez pas écouté d'abord, si vous n'avez pas écouté votre corps, si vous aviez fait traîner, parce que parfois on se dit en effet en bonne santé, on mange bien, on est tous en activité, je sais quoi je parle, hein, on n'a pas forcément envie d'aller au bout d'un rendez-vous, alors même que si on ne vous avait pas dépisté à ce moment-là, les conséquences auraient été beaucoup plus graves. C'est ça. On me l'a dit, puisque du coup, c'est un cancer du sein très peu connu, pour lesquels la recherche avance, mais pas assez vite à notre goût.
du coup. Et du coup, c'est un cancer qui peut métastaser très très vite. Donc si je peux vous donner un exemple, alors aujourd'hui je cherche pas à faire peur, je cherche juste à faire raisonner les personnes qui ont, voilà, on le sent au fond de nous quand quelque chose ne va pas, même si on est en bonne santé. Et, Vous le on sentiez sent. vraiment? Oui, tout à fait, parce que autour de moi tout le monde me rassurait en me disant mais c'est pas possible vu l'hygiène de vie que tu as, vu ton contexte familial, c'est pas possible. Je leur dis mais si, il faut que j'y aille parce que je le sens. Je sens qu'il y a quelque chose qui n'est pas normal. Et même si, en l'espace d'un mois, ça avait pris, le temps que je commence mes chimios, ça avait pris 3 cm. Ah Donc oui. imaginez, on passe de 3 à 6 en l'espace d'un mois, et on se dit, et là on me dit, il faut commencer de suite. En fait, on m'a pris en main, le 15 juillet, je passais ma première chimio. Ils n'ont pas cherché à comprendre, en fait. Même avant d'avoir le type de cancer que j'avais, ils ont dit non. 38 ans, on ne prend aucun risque et vous avez un cancer qui peut métastaser très vite. Moi, dans ce cas-là, c'est vrai que j'ai eu de la chance et ça a été pris à temps. Et ça a duré combien de temps, ce traitement? Ça a duré, j'ai commencé mon traitement le 15 juillet. Ouais. Je l'ai terminé le 21 avril avec une dernière petite opération le 20 mai. Et donc là, on est en octobre et vous avez recommencé à faire du sport et vous courez, vous allez encore courir dans les jours qui viennent peut-être? Oui, alors j'ai pas recommencé, je n'ai pas arrêté. Ah D'accord. oui, c'est ça, c'est la question que j'avais posée. C'est-elle arrêtée plutôt? Alors en fait, quand on m'annonce que j'ai ce cancer et qu'il faut commencer la chimio très vite pour enrayer le phénomène, j'ai regardé la chirurgienne et je lui ai dit mais j'ai un trail en montagne le 5 août. Elle m'a dit ah non, non, vous pouvez. Elle m'a dit on va miser sur le fait que vous êtes une sportive, donc le mental va être complètement différent et on va miser tout là-dessus. Vos analyses de sang sont nickel, donc vous êtes en état physique de pouvoir recevoir des grosses chimios. Donc on va, en gros, entre guillemets, matraquer le plus possible pour éviter que ça s'enraye. Mais vous ne pourrez certainement pas faire un marathon de montagne au risque de détruire mes autres organes. Mais vous pouvez marcher et courir. Donc il est vrai, je ne pouvais pas faire un marathon de montagne vu les 4 premières grosses chimios que j'avais pris. Il était déjà, je venais de finir de faire le Schcal Trail un mois avant. Un mois après, je ne pouvais pas monter les marches de l'escalier de ma maison. Ouais. Donc là, on prend un premier coup de massue en se disant le corps a dit stop. Ouais. Et je marchais, du coup. Et ensuite, des chimios qui étaient hebdomadaires, mais un peu plus douces, m'ont laissé la place à reprendre la course à pied. 4, puis 6, puis 8 kilomètres après chaque chimio. Parce qu'on a envie de se sentir vivant en courant. Enfin, c'est la sensation que j'avais. Je me sentais vivante et je me disais, le protocole va s'insérer dans ma vie, mais il ne dirigera pas ma vie. C'est ce qui m'a permis d'aller de l'avant et de pouvoir continuer. Et aujourd'hui, donc et aujourd'hui, j'en suis qu'à moitié de mes chimios, j'ai dit, j'ai pas pu faire le Chibero Trail, donc j'ai dit à mon mari, il faut que tu me trouves un objectif en octobre. Je ne sais pas lequel ce sera, mais il m'en faut un. Et il m'a dit, la course mythique et le tour pédestre du Béarn, tu ne l'as jamais fait. C'est vrai. Et tous mes amis m'ont dit, on va t'accompagner. Et du coup, cet objectif, voilà, je me suis mis en tête, en fait. Et Sonia, vous avez fait combien au tour pédestre? C'était il y a 10 jours. Vous avez fini combien? On a fini 111e. Alors, mes amis étaient compétiteurs, ont couru à fond. Ouais. Je me suis contentée de finir parce que les médecins m'ont dit quand même... n'y va pas à fond parce que... Oui, mais je vous pose la question parce que vous étiez capable de vraiment vous jouer la gagne, non? Aussi peut-être oui, j'étais tout à fait capable, mais mon mari et le corps médical m'a dit on va y aller mollo parce que sinon la récupération va être compliquée. Mon kiné veillait au grain où il m'a dit tu peux courir, retrouver les sensations, mais on va éviter de jouer le chrono. L'entourage, ça fait plusieurs fois que vous citez évidemment votre mari, mais les amis, etc., etc. L'entourage, ça y fait beaucoup? Oui. Dans cette période? Alors, oui, j'ai eu la chance d'avoir un mari adorable qui a mené ça de front, comme moi, qui a été très présent. J'ai pu rencontrer des personnes en chimio qui ont divorcé pendant les traitements. Ouais. Alors, comme on le dit, c'est un test. Ouais, ça passe. C'est une épreuve, c'est clair. Ça casse. Moi, j'ai eu de la chance, c'est passé. J'avais des enfants à qui je n'ai rien caché. Alors ça, c'est important. J'allais y venir tout à l'heure, oui, tout à fait. Quel âge ont-ils? Pardon? Quel âge ont-ils? 8 ans et 5 ans.
on ne leur a rien caché. Dès le premier jour, de toute façon, quand je les ai récupérés à l'école, le plus grand a dit « Maman, qu'est-ce que tu as ?» Donc, il a lu en moi que quelque chose n'allait pas. Et on leur a pas menti. On leur a dit, on leur a raconté toutes les épreuves. Mais pas mentir, ça veut dire qu'à un moment, vous pouviez même leur dire maman, elle a vraiment quelque chose qui fait que peut-être un peu partir. Oui. Y compris Alors, ça. En fait, on leur a dit que c'était une maladie et que certaines personnes pouvaient en mourir. Ouais. Que maman avait perdu une amie qui était décédée de ça, puisqu'ils connaissent leur petite fille qui vit sans sa maman aujourd'hui. Donc, on leur a expliqué. Et de toute manière, il valait mieux qu'on leur explique, puisque 2 mois après, à l'école, on leur a dit, quand les personnes m'ont vu arriver avec un foulard dans les cheveux, leurs copains leur ont dit « ta maman peut mourir à tout moment Oui. ». Donc quand votre enfant rentre comme ça et me dit « tu peux mourir », on leur dit oui. On t'a pas menti depuis le début, c'est possible. Vous avez parlé du sport, mais l'hygiène alimentaire, comment dire, tout ce qu'il y a autour finalement des pratiques du quotidien, que souvent on a tendance à banaliser. Dans votre traitement, le corps médical vous a dit c'est un atout pour vous. Il y a une réelle influence sur l'effet du traitement. Alors, le corps médical nous demande d'arrêter le sucre, Ouais. de faire attention à ce qu'on mange. Ouais. De ne pas perdre trop de poids parce que sinon les traitements peuvent s'arrêter, Ouais. de ne pas prendre trop de poids après parce que ça augmente les récidives. Mais je trouve qu'en France notamment, on ne parle pas trop des médecines alternatives, qui sont les médecines qui m'ont aidé à moi, qu'on ne le veuille ou non, et qui permettent aujourd'hui de me retrouver devant vous et d'avoir pu faire le tour pédestre du Béarn. Lesquels ? Je le clame haut et fort. La naturopathie, l'ostéopathie, la médecine chinoise, l'acupuncture, la méditation de pleine conscience, sont dans tout ce qui m'a aidé à être là aujourd'hui. Mais cela dit, avec les protocoles, entre guillemets, traditionnels, c'est pas le bon mot. Ah, bien sûr. Mais alors, on est bien d'accord, parce que dans non. alternatif, on pourrait penser totalement alternatif. Oui, là, en fait, c'est en complémentaire. C'est en complémentaire. Hein, voilà. Il y a un protocole médical que je n'ai pas refusé. Voilà, c'est ça. Non, ça, je n'ai jamais refusé le protocole médical et je n'ai jamais menti au corps médical en disant je vais accepter le protocole médical, mais moi, je vais protéger tous mes organes qui sont à côté pour garder. Mon but est de garder mon énergie vitale. Parce que j'en ai besoin et pour courir et pour me sentir en vie. Bien sûr. Mais c'est intéressant, Gabriel, la façon d'ailleurs dont on s'est dit. C'est-à-dire qu'il y a le traitement que vous acceptez pour là où il y a le mal. Et vous dites bien tout le reste du corps, je veux le protéger. C'est ça. Tout le reste du corps, je veux l'entretenir. C'est ça, tout à fait. Donc, et c'est souvent une critique qu'on fait à la médecine traditionnelle, effectivement, que de se concentrer sur les symptômes et uniquement sur les symptômes et de ne pas prendre en compte le reste du corps. Mais vous sentiez déjà l'ensemble de votre corps et vous sentiez que ce n'était pas qu'un souci de traiter qu'il vous fallait plus. Quoi. Voilà, il me fallait plus. Mais alors après, moi, j'ai la chance de connaître toutes ces médecines parce que c'est ce que j'utilise au quotidien pour être en forme et tout. Et donc... j'avais la chance de connaître tous ces intervenants, enfin toutes ces personnes qui m'ont aidée et soutenue. Tout le monde n'a pas cette chance-là. Ouais. Mais quand même, j'ai fini mon traitement en disant à la chirurgienne, et c'est très important et je suis sûre qu'elle l'a entendu, vous ne pouvez plus soigner le corps sans soigner l'esprit. Tout, c'est un tout. Et c'est comme ça que moi, j'ai pu m'en sortir, entre guillemets, sans trop de dégâts. Après, je ne vous dis pas que j'ai traversé ça d'une main de maître, mais aujourd'hui, j'ai tous les voyants ouverts, mes analyses sont bonnes, j'ai pu faire le tour pédestre du Béarn. Vous allez reprendre le boulot ? Et je reprends le travail. Ouais. Voilà. Sonia, je vais vous poser une question alors, très, très bête. Pourquoi vous êtes là ? Qu'est-ce que vous avez envie de dire aujourd'hui ? Qu'est-ce que vous avez envie finalement de raconter ? Vous m'excusez dans la façon de dire pourquoi vous êtes là, mais évidemment, qu'est-ce que vous voulez dire ? Parce que moi, je vous connais, j'ai la chance de vous connaître, je vous connais plutôt discrète, je vous connais plutôt, quand je dis discrète, avec un bon caractère, mais quand je dis discrète, qui ne va pas se la raconter, ou qui ne va pas raconter aux autres, donner des leçons, etc. Et pourtant, vous acceptez de témoigner, vous l'avez fait dans le journal, vous faites là au micro, etc. Pourquoi ? Parce que, comme vous le dites, je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis plutôt discrète. C'est vraiment, c'est compliqué pour moi d'être là aujourd'hui devant tout le monde. Mais comme je dis, j'ai changé. Et j'ai envie de faire passer un message, notamment aux femmes, à toutes les personnes qui sont malades, de prendre conscience que c'est possible.
et que tout ce pessimisme qui est mis autour de cette maladie, qui fait peur, ce mot fait peur, Ouais. cancer, j'aimerais que les gens trouvent de l'espoir et se rendent compte que moi, le mot cancer, je l'ai détourné. J'ai dit quand ça sert. Quand ça nous arrive, il faut se rendre compte que c'est pas la fatalité. Pour moi, ça n'a jamais été la fatalité. Et j'ai vu que des choses avaient changé, que moi, j'avais changé. Et ma chirurgienne m'a dit, c'est bon, tu peux reprendre ta vie. Et moi, je l'ai regardée, je lui ai dit, non, je ne reprendrai pas ma vie d'avant. C'est ce qui m'a menée au cancer. Donc, c'est qu'il faut que je change des choses. Et c'est ce que je veux dire aux gens, c'est qu'il faut s'ils ont ce doute en eux, qu'ils osent aller bousculer les portes du corps médical, des secrétaires médicales, de dire non, je sens que quelque chose ne va pas. Et puis se dire que même quand l'annonce, c'est, je peux même pas vous expliquer, c'est l'équivalent d'un, je sais pas, un choc Non, mais frontal en voiture. Je pense qu'il n'y a même pas de comparaison. Ouais, bien Un sûr. blackout, la vie Ouais. s'arrête, on se demande où est-ce qu'on va. C'est inexplicable. Et je dis, j'ai douté 48 heures, où ça a été très compliqué. Et après, je me suis mis en mode survie, et en me disant, c'est pas fini. Donc, c'est tout ce que je peux dire. C'est, il faut toujours y croire, et croire en son corps, et se dire qu'on peut traverser des épreuves comme ça. On en ressort changé, ça c'est certain. Mais on peut traverser. Gabriel, pour conclure. Ben, on a envie de vous féliciter, mais il va falloir vous poser quand même une question de plus. Oui. C'est le monde d'après pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas un petit parallèle avec le monde d'après qui a vécu aussi qui est en pleine crise sanitaire? Est-ce que vous voyez ou vous avez vu à un moment de votre parcours là un parallèle avec ce qui se passait au niveau mondial? Tout à fait. Alors moi, quand le confinement est arrivé, que j'ai vu comment le monde s'est comporté à cette annonce de l'arrivée du Covid, je ne l'ai pas du tout vécu comme tout le monde. Et tout le monde était un peu paniqué, se demandait ce qu'il arrivait, ce qui pouvait se passer. Et en fait, j'ai tout simplement dit, ce que vous vivez là, c'est ce que j'ai vécu à l'annonce. J'ai été confinée pendant un an et demi, parce qu'au début des chimios, on n'a pas le droit d'être dans des espaces publics, avoir trop de monde, parce qu'il faut pas, il faut se protéger. Donc j'ai été confinée. Je n'avais pas le même rythme que tout le monde, puisque j'étais à la maison, je ne travaillais plus. En fait, on m'a demandé de ralentir. Et en fait, ce que j'ai expliqué à mes amis, c'est que on vous demande de ralentir avec un virus que peut-être vous n'aurez pas. Moi, j'ai dû avoir la chimio pour apprendre à ralentir. Et j'ai dit, c'est une chance. Alors prenez cette chance, ralentissez, écoutez votre corps, mais surtout ne paniquez jamais. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu passer ce moment. Merci, Gabriel, Merci. pour Merci à vous. également avoir mené cet entretien qui était plein, comment dire, de sincérité, de simplicité. Donc c'est bien parce qu'on n'a pas forcément les mêmes rythmes de temps dans les interviews. Donc là, on avait le temps ce dimanche là, de passer un moment avec vous, Sonia, Oui. et puis d'entendre ce message que vous vouliez délivrer. J'ai presque envie de dire en toute simplicité. Et c'est peut-être comme ça d'ailleurs qu'il a le plus de poids. Voilà. Il n'est pas travaillé, il n'est pas marketé, il est très sincère, on ne l'a pas préparé, Non. il est très sincère. Et c'est ça qui Oui. est intéressant. Et si je peux me permettre Allez-y. de rajouter juste une chose, et ce qui est important, et c'est pour ça que je suis là aujourd'hui, avec mon mari et tous les thérapeutes qui m'ont entourée, on est en train de monter une association qui s'appelle Miralutte, qui symboliquement est très importante, Regardez vers la lumière, et qui aura vocation de proposer des activités sportives pour des personnes en traitement ou post-traitement, un lieu de vie pour les accompagnants et les enfants. Ah oui. Des choses qui nous ont manqué, Qui ont manqué dans tout qui ont manqué, mais que moi j'avais la chance de pouvoir avoir. Et je me suis dit en regardant les autres personnes, pourquoi moi j'ai la chance et d'autres non. Et le but c'est de pouvoir avoir des conférences, de pouvoir échanger avec ces personnes. Et pour moi, c'est un complément de ce que propose la Ligue contre le cancer aujourd'hui et qui propose un panel d'activités qui est très bien. Absolument. Et c'est un complément, une autre bulle de lumière pour pouvoir donner espoir
et soutenir toutes ces personnes. Avec une vraie comment dire, notion de proximité, j'imagine, en plus, vis-à-vis de toutes celles et tous ceux qui seraient tout autour et qui pourraient ainsi avoir cette structure pour les épauler. Parce qu'il y a un côté, finalement, on est en capacité d'entendre, d'écouter, ce qui, ma foi, a beaucoup de valeur. Et puis donc d'accompagner, hein, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. De pouvoir échanger et de pouvoir être à l'extérieur d'un lieu médical. Parce que cette cadence est vraiment, au bout d'un moment, usante. Et puis, on ne se cache pas que le après-cancer est très, très compliqué. C'est difficile. J'y vais étape par étape. Et d'avoir un lieu comme ça, j'aurais aimé l'avoir. Parce qu'aujourd'hui, même si c'est fini, c'est encore difficile. Ouais. C'est pour quand l'association et le lieu, alors, réellement? L'association vient d'être créée au niveau de la préfecture. On a eu les statuts. La mairie de Pau m'a gentiment reçu et est en train de chercher un local que je dois visiter d'ici peu. Pour l'instant, il est possible de nous contacter par mail ou par téléphone. Et ma maison sera le lieu d'accueil si besoin pour aider ces personnes en attendant que le lieu soit créé. L'asso s'appelle donc Miralutz. Oui. Miralutz. Et allez-y, donnez une adresse mail, Sonia. Oui. Alors, l'adresse mail, c'est associationmiralutz64@hotmail.fr. Hotmail.fr. Vous avez hotmail.fr, très bien. Hotmail ou Gmail, je ne sais plus. Il faut que je regarde. C'est peut-être Gmail, voilà. Oui, Gmail.fr. C'est peut-être Gmail. C'est peut-être Gmail. Voilà, c'est peut-être Gmail. C'est pour ça. Mais en tout cas, retenez. Puis on va essayer évidemment de mettre le lien également sous cette émission pour que vous puissiez facilement retrouver les coordonnées et le contact. Merci beaucoup, Sonia, d'être venue. Merci Gabriel. Merci. Merci à vous. On se retrouve demain, même heure, avec notre invité. Merci à vous de nous suivre sur sudouest.fr, sur digifoiredepau.com. À demain.